n'ai pas eu Sciences Po Paris, je n'ai pas eu les IEP de province, je n'ai pas eu mon permis du premier coup, j'ai été femme de ménage, j'ai eu 8 à l'écrit du bac de français, je n'ai pas gagné la Coupe de France de débat lycéenne, je n'ai pas gagné la Coupe francilienne de débat universitaire, je n'ai pas eu au-dessus de 12 de moyenne à ma première année de licence de droit. Voici tous mes échecs, aujourd'hui on en parle. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour cette introduction, mais je crois qu'elle était nécessaire parce qu'en fait, on néglige un petit peu, on tait ces tabous en pensant qu'en ne les divulguant pas, en pensant qu'en ne les exprimant pas, on les oubliera et on s'en passera. Sauf qu'en réalité, c'est bien plus complexe. En réalité, l'échec nous pèse toujours un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler et j'ai surtout envie de vous dire comment est-ce que moi, j'ai réussi à un petit peu passer à autre chose et à relativiser. Toutes les choses que je vous ai énumérées, toutes les choses que je considère comme un échec, aujourd'hui, je ne les considère plus du tout comme un échec, je les considère très différemment. Comment est-ce que j'ai réussi à moi surmonter ces épreuves qui me paraissaient insurmontables au moment où je les ai vécues. Oui, on se retrouve devant un coucher de soleil, ou plutôt derrière, je suis devant le coucher de soleil. Je pensais que pour cette vidéo, un endroit calme, un endroit apaisant pourrait être sympathique. J'ai un caméraman qui me filme et c'est extrêmement gênant de parler devant son frère qui vous filme, mais c'est ok. Et cette phrase, et c'est ok, c'est le premier pas vers la guérison de l'échec vécu ou subi. Comme je vous l'ai dit, et c'est ok, c'est une phrase qui m'a permis de relativiser énormément de choses parce qu'en réalité, c'est rien, mais quand ça devient un réflexe de se dire que tout va bien et que, il n'y a pas mort d'homme, vous vous rendez compte qu'en réalité, ça change un petit peu votre perception, ça change un petit peu votre quotidien, littéralement, parce que vous vous dites tout le temps, tout va bien, ce n'est pas grave, je peux faire autrement, je peux réussir à ma manière, je peux faire différemment, je peux être différemment, je peux voir les choses sous un différent angle et c'est ok, et c'est ok. Et je n'ai pas forcément, même si d'une certaine manière oui, mais je n'ai pas forcément été éduquée dans l'éducation Montessori et c'est ok, tempête d'émotions, c'est ok. Non, pas du tout. En réalité, j'ai vécu avec des parents maghrébins d'une certaine manière assez ouverts d'esprit, issus de l'immigration, de la première génération de l'immigration. Donc on pourrait se poser des questions sur l'éducation que j'ai reçue et sur aujourd'hui ma vision de l'échec, sachant que je suis une fille, sachant que je suis une fille aînée d'une fratrie de 3 enfants, plus moi ça fait 4, donc je crois qu'on dit une fratrie de 4 enfants dont je suis l'aînée. On peut vraiment se poser des questions sur comment est-ce que je vois l'échec, puisqu'on peut aussi se dire que, au final, je n'ai pas échoué. Et c'est là qu'il y a un plot twist. C'est qu'en réalité, tout ce que je vous ai énoncé, ensuite je me suis relevée d'une manière exponentielle. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on pense à Sciences Po Paris, quand on y réfléchit, quand j'y ai réfléchi, quand j'ai commencé aussi à faire du journaling, je me suis rendu compte que Sciences Po Paris, en réalité, n'était pas une école que je voulais et c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais moi je voulais aller à Menton puisqu'ils ont un campus à Menton qui donne sur la plage, c'est-à-dire que vous sortez de l'école, vous avez la plage. Je voulais aller à Sciences Po Paris puisque la 3e année du bachelor de Sciences Po Paris, c'est une année qui est obligatoirement faite à l'étranger. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux parce que mon parcours est tout tracé, parce que ensuite, il sera plus simple de trouver un master à Sciences Po Paris. Et Sciences Po Paris, c'est un petit peu l'excellence. Donc je veux Sciences Po Paris. Aujourd'hui, maintenant que j'ai fait toute une année en licence dans une autre fac, je me sens mieux. Je me sens bien. Et je me sens très heureuse de ne pas être allée à Sciences Po Paris. Est-ce que je me sens mieux dans l'environnement dans lequel je suis actuellement que dans celui dans lequel j'aurais pu être ?
Et donc Sciences Po Paris au final c'était pas vraiment un échec puisque Sciences Po Paris n'était pas fait pour moi. Et quand on pense aux Sciences Po IEP, les IEP de province pour lesquels on fait un concours et ce n'est pas vraiment sur dossier et lettre de motivation, c'est plus sur un concours écrit avec une épreuve d'histoire, une épreuve de questions contemporaines sur 2 sujets donnés. L'année dernière c'était, ou plutôt l'année d'avant du coup, wow, je grandis trop vite. Ça par contre, ça c'est très compliqué à accepter mais ce n'est pas un échec donc ça va. Une question contemporaine qui porte sur 2 thématiques, ce sont en général 2 mots, et une question d'anglais. Et donc, j'ai énormément travaillé pour ce concours, pendant que tout le monde ne faisait rien l'été entre la première et la terminale. J'ai travaillé, mais c'est-à-dire que j'ai travaillé en tant que femme de ménage, mais ça on en parlera dans un deuxième temps, et j'ai travaillé mes cours. J'ai travaillé mon programme d'histoire, je me suis avancée sur un programme que je ne connaissais même pas. Je me suis avancée sur j'ai simplement travaillé sur les 2 thématiques qui étaient l'alimentation et le corps. J'ai beaucoup lu, je me suis donnée à fond et je me suis vue dans un état dans lequel je ne m'étais jamais vue auparavant, l'état dans lequel vous êtes en constant stress, vous êtes en même temps en stress et en même temps en confiance parce qu'on se dit ok, si je veux passer le concours, c'est qu'il y a une chance que je puisse avoir le concours et donc aller à une des écoles que je souhaite. Donc on se met un petit peu en confiance, mais on se met la pression, on se fait stresser tout seul. Et ce qui est normal au final, mais voilà, on travaille sans relâche et c'est toute une partie que avant le concours, j'avais vu comme compliquée, que j'avais vu comme éprouvante, alors qu'en réalité le jour du concours j'ai vu que ça avait porté ses fruits, même si, et c'est paradoxal dit comme ça puisque je n'ai pas eu le concours, j'ai vu que ça avait porté ses fruits puisque le jour du concours je me suis sentie à l'aise. Le jour du concours, alors oui j'ai pleuré, oui parce que ça faisait 1 an que j'attendais cette date butoir où j'allais voir littéralement mon avenir un peu se chambouler ou pas, mon avenir se construire ou pas. Le jour du concours, j'ai pleuré parce que c'était l'aboutissement et en réalité, je me suis dit que j'ai le concours ou pas. Je me suis tellement entraînée. J'ai gagné en rigueur, j'ai gagné en culture générale, j'ai gagné en autonomie de travail. Enfin, j'ai envie de vous dire, les vacances d'avril, je les ai passées à travailler comme une chinoise. Les vacances d'avril, je les ai passées à travailler comme une ouf, tous les jours. Le matin, je me réveillais, je travaillais jusqu'au soir. Et c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait. J'ai tout donné le jour du concours et je n'ai pas eu le concours. Et heureusement, je pense, le jour où j'ai vu les résultats Parcoursup que je n'avais pas eu le concours, zéro réaction parce qu'en fait j'étais malade. En fait j'étais sous grippe et en fait j'ai regardé ce que j'avais pas. Je me suis rendormie, j'ai vu j'avais 48 heures pour répondre. Je me suis rendormie, j'ai attendu un petit peu, je suis arrivée en cours avec tous les professeurs qui m'ont accompagnée. Oui, j'ai pleuré, mais le jour où je suis arrivée pour le bac, le jour où j'ai eu les résultats du bac, ça a été très différent. Parce qu'en fait, pendant qu'en avril, je me préparais au concours où il y avait 13 000 personnes en France qui le passaient, eh bien, moi, je travaillais. Pendant que les autres, ne faisaient rien. Et ne pensaient pas forcément au bac. En fait, moi, quand j'arrive au début de mes révisions, je suis déjà lancée sur le concours. Et donc, je continue à travailler de avril, mai, juin, pour mes spécialités, pour la philo et pour mon grand oral. Ce qui fait que quand je suis arrivée au résultat du bac, j'étais extrêmement étonnée, mais en fait j'ai compris que le concours que j'avais passé et que j'avais raté m'avait apporté énormément en rigueur et en autonomie de travail, puisque je me suis retrouvée à avoir 20 en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. J'ai eu 19 en sciences économiques et sociales et j'ai eu 17 en philosophie. Aux 3 écrits, j'ai eu au-dessus de 17. Donc je pense que c'est des notes qui sont assez insane. Non, je rigole. Je pense que c'est des notes qui sont plus que correctes et j'ai été extrêmement fière parce que j'ai vu qu'au final, même si mon travail n'avait pas payé pour le concours, il avait payé pour le bac.
Je suis très fière aujourd'hui de l'échec du concours, puisqu'en fait, il m'aura appris à travailler correctement, intelligemment et avoir de bonnes notes le jour du bac. Je vous disais également que j'avais été femme de ménage et que à un moment donné, j'avais considéré ça comme un échec, sauf qu'en réalité, absolument pas. Et je me suis rendu compte assez rapidement, c'est ok d'être femme de ménage et c'est ok de dire qu'on a été femme de ménage. Parce qu'en fait, au moment où j'ai commencé à travailler pour le concours, j'avais tout juste 16 ans et je ne pouvais pas travailler. J'ai cherché du travail, je n'ai pas réussi à trouver du travail, mais j'avais un contact qui faisait des contrats pour travailler en entreprise en tant qu'agent d'entretien et moi j'ai continué à répéter agent d'entretien alors qu'en réalité j'étais femme de ménage. Ce qui a fait que je disais à tout le monde que j'étais agent d'entretien, ce qui en réalité est vrai, mais je trouvais que dire agent d'entretien c'était moins dénigrant que dire femme de ménage. Je sortais tous les matins de chez moi à 16 ans à 5h45 du matin pour aller travailler de 6h30 à 9h je crois, en passant la serpillière dans les escaliers, entrant dans tous les bureaux, nettoyant toute la poussière, les claviers, passant l'aspirateur, nettoyant les poubelles, les poubelles de papier, les poubelles machin. Aujourd'hui, je ne considère pas comme un échec avoir été femme de ménage, puisqu'effectivement, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à ne pas me laisser faire et à expliquer en réalité à toutes les personnes que je croisais dans l'entreprise que oui, je suis femme de ménage, mais qu'en réalité, il faut aussi laisser l'endroit par lequel on passe propre. Et dire ça à des adultes, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore mineure, mais dire ça à des adultes qui ont 30-40 ans, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. J'ai découvert plein de choses, mais aujourd'hui, je ne me considère absolument pas comme un échec avoir été femme de ménage parce que, j'ai travaillé en tant que mineure, alors que rien ne m'y obligeait. Mes parents me donnent de l'argent, alhamdoulilah. Mes parents me logent, me nourrissent et font tout en fait à ma place, pour moi. Donc, je n'ai pas besoin de travailler, mais c'était une volonté d'être autonome un minimum, mais vraiment minimum financièrement, et de ne pas demander tout le temps 10 euros à ma mère ou à mon père parce que je vais aller manger un grec. Les deux dernières choses dont je voulais vous parler, ce sont des notes liées à ma scolarité, mon parcours académique et scolaire et académique. Donc oui, j'ai eu 8 à l'écrit de français parce que j'ai fait un hors-sujet et j'ai eu 8 parce que le professeur qui m'a corrigé a considéré que j'avais une bonne syntaxe et que je n'avais pas fait de faute d'orthographe et donc que je méritais 8. Alors que j'ai fait un hors-sujet. Et en fait, moi, je ne comprenais pas parce que pour moi, j'avais répondu au sujet. Sauf que en relisant ma copie, j'ai bien compris que je n'avais pas répondu au sujet. Puis j'avais décidé de donner le plus de connaissances possible sans me soucier réellement de répondre correctement à la question et de saisir les enjeux de la question. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que 8, c'était quand même énorme juste pour avoir fait des phrases en français et correctement, grammaticalement et syntaxiquement correctes. Donc je me suis dit, en vrai, ça va. Et puis je me rattraperai au bac. Sauf qu'en fait, quand j'ai vu AGGSP et que j'ai eu 8 au bac blanc, j'ai eu très très peur. Le deuxième bac blanc, je n'y étais pas parce que j'étais à l'UNESCO. Donc comment vous dire que j'étais en mythe marmite le jour du bac. Sauf que j'ai eu 20. Donc au final, c'est pas un échec, c'est une victoire. J'ai validé ma première année de licence à moins de 12. Et ça me fout le seum. Mais est-ce que c'est un échec? Non, parce que j'ai appris énormément de choses de tout le système de transfert et dans tout le système de la faculté, en fait. Moi, je pensais juste que tu travaillais, tu avais des bonnes notes, tu passais les partiels, tu avais des bonnes notes, tu continuais ta licence, tu te réinscris, tu continues ta licence, tu te réinscris, tu continues ta licence, tu termines ta licence, tu t'inscris sur mon master, tu as ton master, tu passes ton M1, tu passes ton M2, tu passes le CRFPA, tu passes l'école du barreau et c'est bon. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il y a plein de systèmes et en fait justement le fait de remettre en question, le fait de me dire je vais passer au rattrapage, il faut que je contacte un tel et en fait je me suis rendu compte que il y avait plein de manières d'atteindre mon objectif final, qui n'est pas forcément d'être avocate, loin de là, mais juste d'être une bonne juriste.
Donc, est-ce que aujourd'hui, le fait d'avoir eu moins de 12 à sa L1 de droit, ça fait de moi une mauvaise juriste? Non, parce que je ne suis pas encore juriste, je ne suis que dans la formation de juriste. Et deux, enfin, genre c'est ok, j'ai validé mon année, j'ai pas eu de rattrapage, j'ai validé à plus de 10, donc il y a un moment donné, à plus de 11 du coup, il y a un moment donné, ça va, calme-toi. Et tu donneras juste encore plus de toi, tu t'organiseras encore plus, tu travailleras encore plus intelligemment et tu y arriveras au final. Et tu y arriveras. Et c'est ok. Et même si tu n'y arrives pas, tu auras appris plein de choses et tu termineras ta licence comme tout le monde, dans le plus grand des calmes. Tout ça pour vous dire que le coucher de soleil n'est plus vraiment un coucher. En réalité, il fait nuit. Là, tout autour, il fait nuit. Il reste juste un rayon de même pas soleil, juste de ciel rose. Et je vous explique donc que la vidéo touche à sa fin. En réalité, à travers l'explication de mon expérience et l'explication de mes propres échecs, en faisant le montage de cette vidéo, je pense que je vais trouver toutes les idées générales en fait que je voulais aborder. Donc je vous invite à lire forcément les sous-titres que je mettrai à cette vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo qui change un petit peu et ce format vous plaira, parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, j'aime trop parler. Ça fait un moment que je fais du discours, du débat, de l'éloquence. Et j'aime trop ça, et j'aimerais trop vous montrer à quel point est-ce que pourrait aller ma pensée. En réalité, là, c'est juste vraiment l'explication pure de mon expérience, mais j'aimerais beaucoup parler avec vous de choses beaucoup plus profondes, de sujets un peu plus précis, parce qu'en réalité, l'échec, c'est un sujet mais tellement grand, tellement ample, qu'on ne pourrait pas l'aborder comme ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé la précédente. En attendant, j'espère que vous pourrez tirer le meilleur de ce que vous avez pu considérer comme un échec et vous avoir aidé. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée, une très bonne fin d'après-midi, une bonne vie au final et je vous laisse. Assalamu alaikum. C'est bon? Non. Ah mais la vidéo va durer une quinzaine de minutes. Hein. Eh mais pas ma voix s'il te plaît. Comment? Mais pas ma voix dans la vidéo s'il te plaît. Non, t'inquiète. Et donc, comme je viens de vous le dire, et c'est ok, c'est une phrase qui m'a permis de relativiser. S'il te plaît, s'il te plaît. Attends, je pose mes coudes comme ça. Paris, il y a quoi? Il y a une bête. Et ce n'est pas du tout une phrase Montessori, etc. qu'on écoute. Et ce n'est pas du tout le genre Montessori, il y a plein de bêtes, ça m'énerve. Et dans la plus grande des patience. Oh, c'était une chauve-souris ça? Bah ouais, non. Mais oh my god. Repose tes bras. En attendant, je vous souhaite à tous de tirer le meilleur de ce que vous considériez. En attendant, je vous souhaite à tous de tirer. En attendant, je vous souhaite à tous de tirer le meilleur de ce que vous considérez, de ce que vous considériez. En attendant,